Les espions et l'histoire. Une émission de Madeleine Ricot, réalisée par Evelyne Frémy. La promenade Unter den Linden, le 21 mars 1848. Après 3 jours de barricades et de sanglants combats contre l'armée, le peuple de Berlin attend le passage annoncé de son roi, Frédéric Guillaume IV. Sire, remarquez-vous, on n'entend pas un cri de vive le roi. Je crains que vous n'ayez eu tort de vouloir, pour apaiser le peuple, parcourir les rues sans escorte. Vous êtes avec moi, général Radowitz, ainsi que le prince Charles et le prince Albert. Nous pourrions être massacrés en quelques minutes. Les étudiants qui débouchent de la rue Frédéric, c'est eux qu'il faut craindre aussi. Bah, ils sont à pied et nous à cheval. Mais leur leader est aussi à cheval. Voyez comme il brandit d'un air excité le drapeau rouge, noir et or de la Révolution. Il s'approche de vous, sire, prenez garde. Vive la liberté! Vive la Constitution! Sire, ne craignez rien, je viens vous protéger. Camarades! Nous serons forts si nous restons calmes. Aussi, je vous en prie, calmez-vous! Laissez passer le roi! Soyons calmes! Laissons passer le roi! C'est la Constitution! Oui, il a raison! Soyons calmes! Sire, je ne vous quitte pas jusqu'au château. Soyez tranquille, j'éviterai que l'émeute n'éclate. Dieu merci, général, cette pénible épreuve est terminée. Vous avez reconquis le peuple de Berlin grâce à votre courage, votre majesté. Espérons-le. À propos, général Radowitz, avez-vous demandé son nom au jeune homme au drapeau qui nous a accompagnés et qui a calmé la foule? Oui, sire. Bien. Vous me le donnerez. Sans lui, j'étais perdu. Aujourd'hui, Stieber, l'inventeur de la 5e colonne, avec Roger Crouzet et la participation de Jacques Houbard. Une salle de l'auberge des Trois Aigles à Berlin. Oui, mes camarades! Il nous faut obtenir du roi, en même temps que la Constitution qu'il nous a promise, le renvoi des soldats. Plus d'armée permanente. Plus d'armée, mais aussi plus de police secrète. Symbole de l'oppression des libertés démocratiques. Symbole de l'oppression du peuple. Bravo! Et plus de peuple. 2 ans plus tard, les troupes du maréchal Wrangel ayant chassé les députés de l'Assemblée constituante, la réaction s'installait en Prusse et les libéraux et les démocrates étaient pourchassés par les hommes du préfet de police, M. de Hinkelde. Merci de votre rapport de ce jour, M. de Hinkelde. Il était fort intéressant. Puis-je me retirer, Votre Majesté? Non, j'ai encore quelque chose à vous dire. Oui, j'ai un protégé que je désire vous voir engagé. À vos ordres, sire. Quel est le nom de ce protégé? Il a un nom qui indique précisément son emploi. Stieber. Autrement dit, le fouineur. C'est cela. Cet homme est fort intelligent et dévoué. Il m'a probablement sauvé la vie le 21 mars 1848. Je suis surpris que Votre Majesté me recommande ce jeune homme. Et en effet, il m'a été signalé comme un des orateurs les plus exaltés des clubs révolutionnaires en 1848. Et depuis, il n'a cessé de défendre, en tant qu'avocat, devant les conseils de guerre, les inculpés de haute trahison et de rébellion. En effet, Stieber est, en apparence, un ardent révolutionnaire. En apparence, monsieur de Hinkelde. Mais apprenez qu'il vient dans ce bureau de temps en temps et qu'il s'assied à cette place où vous êtes pour me conter tout ce qui se passe
Précisément dans les clubs libéraux. Je suis stupéfait, Votre Majesté. Enfin, ce Stibert... Votre prédécesseur l'employait, d'ailleurs. C'est lui, ce Stibert, qui, en 1845, ayant réussi à s'introduire dans l'intimité du directeur des filatures Scheffel en Silésie, en se faisant passer pour un artiste peintre du nom d'Augustin Schmidt, c'est lui qui a pu faire déjouer le complot communiste des ouvriers de la vallée de Hirschberg. À la suite de quoi de nombreuses condamnations à la forteresse, en particulier du directeur Scheffel, à l'exil, à la prison, ont été prononcées. Mais ce complot était-il vraiment si grave, Votre Majesté? À dire le vrai, non. Ah. C'est Stibert qui l'a provoqué, en affichant des opinions révolutionnaires et en excitant les ouvriers, afin de débarrasser cette région des éléments d'opinion trop libérales. Mais il a en quelque sorte prévenu le danger. Malheureusement, Scheffel libéré a reconnu en Stibert l'agent provocateur Schmidt, alors qu'il se tenait à mes côtés lors des jours de révolte de 1848. Il a essayé de prévenir les libéraux, mais ceux-ci n'ont pas voulu le croire, ce qui a permis à Stibert de continuer son travail double. Quel emploi dois-je lui donner, sire? Voyons. À quel âge peut-on être nommé Polizeirat? À 30 ans, on peut recevoir sa nomination de conseiller de la police. Voyons la note qu'il m'a laissée. Stibert, né en 1816 à Mersbourg, en Saxe. Père fonctionnaire à Berlin, luthérien. Stibert a donc 32 ans, hein? Et rien ne s'oppose à sa nomination. Il en sera fait selon vos désirs, sire. Polizeirat Stibert, on m'a prié de vous envoyer à Londres. À Londres, monsieur le préfet de police? Quelle y sera ma mission? Officiellement, vous aiderez la police anglaise à veiller sur les trésors exposés au Crystal Palace par nos ressortissants qui participent à l'exposition universelle. Et officieusement? Eh bien, vous tenterez de découvrir les réfugiés politiques allemands qui sont les chefs du Parti communiste. Vous savez qu'ils préparent une révolution générale en Europe. Je ne l'ignore pas. Et je crois qu'ils ont l'intention de la déclencher à l'occasion de la réélection du président de la République française. Essayez d'entrer dans leur intimité et de découvrir non seulement leurs plans, mais aussi le nom de ceux avec qui ils sont en rapport en Allemagne et en France. Je vous promets d'y réussir, monsieur le préfet. Le bureau de l'ambassadeur de Prusse à Londres, M. Josias de Bunsen, un savant et un rêveur. Polizeirat Stibert, j'ai reçu du Premier ministre von Manteuffel, par notre courrier diplomatique, une missive vous concernant, et à laquelle, je vous l'avoue, je ne comprends pas grand-chose. Je pense que les affaires de police ne sont guère du ressort des ambassadeurs, monsieur de Bunsen. Je pourrais peut-être aider votre Excellence à comprendre cette note. De quoi s'agit-il? Il vous faut quitter Londres pour vous rendre à Paris afin d'y rencontrer le préfet de police Carlier. Vous devrez lui communiquer les noms des socialistes français qui font partie de la Société communiste internationale. Vous connaissez donc ces noms, Polizeirat? Je les connais, en effet. J'ai pu les obtenir ici. Ici, à Londres? Comment vous y êtes-vous pris? Ce sont des sortes de choses que l'on arrive toujours à connaître. Il suffit de savoir s'y prendre. J'ai pu contacter dans une taverne des docks un des membres de l'association révolutionnaire, un ivrogne. Il m'a fourni contre quelques livres et des pintes d'ailes la liste des socialistes allemands, ses camarades. Liste qu'il avait subtilisée dans le secrétaire de Dietz, leur chef à Londres. Qui sont-ils? Willich, un ancien lieutenant de la garde prussienne. Chaper, un étudiant, extrêmement dangereux. Ceux-ci demeurent à Londres, et il y a aussi un certain Karl Marx, et le fils d'un riche commerçant rhénan, Engels. Ah, Polizeirat Stibert, vous me surprenez. Je n'ai jamais entendu parler de ces hommes. Je pense en effet, monsieur de Bunsen, que vous êtes mieux informé sur les anciennes religions qui font l'objet de vos recherches liturgiques et archéologiques, plutôt que sur les hommes qui essaient aujourd'hui de fonder de nouvelles doctrines. Je le crois, en effet. Mais revenons à votre mission. Je préfère vous lire la note qui vous concerne, car cette missive me semble bien complexe, je l'avoue.
Voyons. En apparence, le mot est souligné. En apparence, le voyage à Paris du Polizeiratstieber doit être motivé aux yeux des autorités françaises uniquement par le désir de préserver Paris et les grandes villes de la République des horreurs d'un attentat communiste. Mais en réalité est souligné, en réalité, l'agent Stieber, et c'est là le but secret est souligné, le plus important de la mission. L'agent Stieber doit se renseigner au sujet des préparatifs du coup d'État que s'apprêterait à faire le prince-président Louis-Napoléon. Le Polizeiratstieber devra également s'assurer s'il n'y aurait pas possibilité de gagner, dans l'entourage immédiat du prince-président, une personne disposée à tenir le gouvernement royal prussien au courant des faits et gestes de ce prince et de ses conseillers. Là-dessus, le gouvernement royal s'en remet à l'habileté et à l'expérience du sieur Stieber. L'ambassade prussienne à Paris lui remettra les fonds nécessaires à l'accomplissement de cette double mission. Et si j'en juge par les lignes tracées au-dessous de cette note du Premier ministre, vous êtes un homme très apprécié, Polizeiratstieber. Lisez vous-même ces lignes. J'approuve expressément la note ci-dessus et je recommande spécialement à Stieber de s'y conformer en tout point. La place de directeur de la sûreté à Berlin est vacante. Je la lui réserve pour récompenser son zèle et son dévouement sur lesquels je compte. Frédéric Guillaume, Rex. Vous n'avez donc plus qu'à partir pour Paris, monsieur le futur directeur de la Sûreté. Quant à moi, je préfère me plonger dans la rédaction de mes commentaires de la Bible plutôt que de vous suivre par la pensée dans vos périlleuses et doubles missions. Une nuit de 1864, le bureau du directeur du journal, la Gazette de l'Allemagne du Nord. Posez votre parapluie dans le coin, Stieber, et approchez-vous du poêle. Ce n'est pas de refus, Brass, je suis trempé. Puis-je vous demander pourquoi vous m'avez convoqué à votre journal de nuit et par un temps pareil, me faisant abandonner la douceur du foyer familial. Un foyer un peu bruyant, Stieber. Combien avez-vous donc d'enfants? 12 ou 15, je ne sais pas très bien moi-même. Non, mais mon ami, je vous en prie, voulez-vous vite satisfaire ma curiosité? Eh bien voilà, je pense que vous allez rencontrer ce soir ici le Premier ministre. Le baron de Bismarck va venir ici, au journal? C'est son habitude. Il passe corriger lui-même l'article que j'ai écrit d'après les notes qu'il m'a fait porter dans la journée. Je lui ai parlé de vous. Il se souvient, m'a-t-il dit, du service que vous lui avez rendu autrefois, alors qu'il était ambassadeur de Prusse à la Diète de Francfort. Oui, je m'en souviens aussi. Bien que cela soit déjà fort ancien, plus de 10 ans. Je lui avais en effet envoyé des inspecteurs qui, costumés en déménageurs, ont emporté le secrétaire dans lequel le ministre d'Autriche, M. de Prokesch-Hasten, enfermait les preuves de la collusion de l'Autriche avec les libéraux allemands. M. de Bismarck, en les faisant connaître, a provoqué le rappel du pauvre Prokesch et fait échouer la Diète. Oh, M. de Bismarck est un homme très adroit et très intelligent. Aussi sa carrière a-t-elle été fulgurante. Ambassadeur à Saint-Pétersbourg, à Paris, et depuis la chute du cabinet libéral Hohenzollern, le voilà à la tête du gouvernement. Oui, vous avez bien fait, Brass, d'abandonner vos opinions socialistes pour vous rallier au parti réactionnaire que Bismarck représente. C'est un homme de grande énergie. Il saura agir sur le roi Guillaume Ier comme la reine Élisabeth et ses amis le firent sur le défunt roi Frédéric. Ajoutez à ses influences celle du champagne et de l'eau de vie. Hélas, l'intelligence du roi s'y est perdue et moi j'ai tout perdu en le perdant. Tout perdu? Parfaitement, Brass. N'ai-je pas été arrêté sous le prétexte que j'avais employé des moyens illégaux pour arrêter des coupables? Mais vous avez été acquitté. Acquitté, mais destitué, et avec une pension misérable. Mais d'autres personnes, mon ami, ont su employer vos talents, les apprécier, et fort bien les récompenser. Vous savez, c'est que ce n'est pas aisé de protéger du fanatisme des Polonais le tsar Alexandre II, lorsque chaque année il vient prendre les eaux à Ems. Ces Polonais éprouvent une si furieuse envie de le supprimer. Et puis, en servant les Russes et en les fréquentant, je n'oublie jamais de recueillir tout ce qui peut être utile à la Prusse. Cela peut servir un jour. Je vous avouerai toutefois que j'aimerais beaucoup retrouver mon ancien poste de directeur de la Sûreté. Cela viendra, Monsieur Stieber. Cela viendra. Mais il est encore trop tôt.
Il faut que l'on vous oublie encore un peu. Excellence. Bonsoir, monsieur le Premier ministre. Bonsoir. Cette porte et cet escalier qui donnent directement sur la rue sont vraiment très utiles, mon cher Brass. Tenez, faites sécher mon manteau pendant que je vais corriger vos épreuves. À vos services. Mais auparavant, je voulais vous dire, Stieber, que je désirerais vous charger de missions extrêmement secrètes en Saxe et en Bohême. Je pense que nous aurons bientôt à y intervenir. Il est temps d'abattre l'hégémonie de l'Autriche, de réunifier l'Allemagne sous l'égide de la Prusse. Cela a toujours été ma grande idée. Et je pense que bientôt, par le fer, par le feu, nous devrons l'appliquer. Il faut, vous, Brass, grâce à la presse, et vous, Stieber, grâce à votre action secrète, que vous m'aidiez à la réaliser. Je suis à vos ordres, Excellence. Je vous donnerai ceci soit par l'intermédiaire de Brass, soit en vous rencontrant secrètement, ici, très secrètement. Ne confiez à personne que vous me servez, car pour l'instant, le roi Guillaume Ier est très monté contre vous. Et dès que je le pourrai, soyez assurés que je vous récompenserai magnifiquement. Les routes de l'Autriche, pendant 3 années, virent passer une roulotte que conduisait un homme, Stieber bien entendu, déguisé tantôt en photographe, tantôt en saltimbanque, le plus souvent en marchand de faux bijoux, d'objets de piété et d'images pornographiques, chose fort appréciée des ménagères et des soldats. Reconnu, il fut expulsé. Peu après cette expulsion du territoire autrichien et l'attentat commis contre M. de Bismarck par Charles Blindt, un des chefs du Parti républicain allemand, le Premier ministre, que son gilet renforcé avait préservé des balles de son agresseur, se trouvait dans le cabinet du roi de Prusse, Guillaume Ier. Votre Majesté, je me permets d'insister. Il vous faut redonner votre confiance à Wilhelm Stieber. Non seulement il m'a rapporté des renseignements étonnants de ces vagabondages en Autriche, qui vont nous permettre d'établir très exactement notre plan de campagne, mais encore, il est, à mon avis, le seul à pouvoir déjouer les complots intérieurs, le seul à pouvoir protéger efficacement votre vie et la mienne. Stieber, sire, est le roi des limiers. Je veux bien revenir sur mes préventions envers cet homme, dont les procédés m'avaient si fort déplu lors du règne de mon frère. Mais vous n'étiez alors que prince et maintenant vous êtes roi, sire. La raison d'État doit, me semble-t-il, prévaloir sur les sentiments. Vous avez raison, monsieur de Bismarck, mais songez que mes généraux, mes conseillers militaires, vont voir avec déplaisir revenir cet espion. Ils haïssent les espions. Et ils ont tort, sire. Ils ont tort, et Stieber saura le leur prouver. Pour commencer, nous n'effaroucherons pas vos officiers. Vous pourriez le nommer chef de la police de campagne, tout à fait indépendante de la police militaire dirigée par le général von Moltke. Ainsi, je l'aurai toujours sous la main. J'aimerais en particulier le charger de la surveillance de l'accueil et des renseignements à fournir aux journalistes qui sont autorisés à suivre les opérations militaires, et plus spécialement des rédacteurs du Constitutionnel et de la France. Mais ces journaux sont tout acquis à l'Autriche. Mais Stieber saura si bien les flatter ou les acheter que cette 6e grande puissance que la presse finira par soutenir la Prusse aux yeux de l'opinion française et européenne. Le général von Moltke traverse la ville de Braun, capitale de la Moravie, que ses troupes viennent d'investir. Baron de Bismarck, je suis surpris. Fort surpris. Et puis savoir ce qui provoque votre étonnement. Ceci. À chaque entrée de village ou de ville, un paysan attend notre avant-garde. Il se fait mettre en état d'arrestation, comme s'il était un vol autrichien, que les Prussiens arrêtent pour injure ou autre prétexte. Parfois, il demande même à ce qu'on le batte et le brutalise, publiquement. Puis, en secret, il indique à l'officier commandant le détachement les maisons susceptibles de loger l'état-major, la position des armées et leurs forces, et il donne des renseignements concernant les ressources du lieu en fourrage, viande, légumes. Qui sont donc ces hommes qui collaborent si étrangement avec les Prussiens? Il n'y a rien là de surprenant, général. Ces hommes sont des espions que Stieber a eu soin d'installer et de payer il y a quelques mois ou quelques années en vue de notre expédition contre l'Autriche. Ah. Ce sont les espions de Stieber. Oui. Bah, que ce soit lui ou un autre qui ait organisé cela, c'est bien. Bien. Bien.
Quelques jours après la victoire de Sadova, Guillaume Ier établit son quartier général à Braun. Monsieur de Bismarck, Sire. En récompense des inestimables services que Stibert nous a rendus lors de cette campagne, qui n'aura duré, en partie grâce à lui, que du 22 juin au 4 juillet de cette année 1866, je tiens à nommer votre protégé administrateur de cette riche cité de Braun. Il ne faut pas donner que de l'argent aux policiers. Il faut savoir aussi les honorer quand ils le méritent. Je partage entièrement l'opinion de votre majesté. Mais je lui ferai remarquer qu'elle n'est guère de l'avis de l'empereur Napoléon, qui n'a jamais voulu accorder la Légion d'honneur à son fidèle et remarquable espion Schulmeister. Ah, vraiment. À propos de Napoléon, monsieur de Bismarck, maintenant que la réunification de l'Allemagne est assurée sous notre direction, il va nous falloir nous occuper un peu de son neveu. En septembre 1866, le Premier ministre prussien recevait dans son cabinet de travail le Geheimrat, le conseiller intime, Stieber, ministre de la police de Prusse. Je suis content, monsieur Stibert, que les militaires vous aient maintenant accepté et ne vous accablent plus de leurs rebuffades et vexations diverses. Je le suis aussi. J'ai d'ailleurs pris une petite revanche sur eux, il y a quelques jours. Comment cela? J'ai rencontré au Palais Royal le général Münchhausen. Nous parlions de la campagne de Bohême lorsqu'il m'a demandé tout à coup « L'organisation de la police de campagne a-t-elle coûté très cher ?» Et que lui avez-vous répondu? On ne peut évaluer en thalers ni le sang épargné, ni les victoires assurées. Excellente réponse. On ne peut en dire autant, hélas, de tous ces généraux. Et il faudra qu'il en soit de même si nous devons un jour prochain affronter la France. En ce cas, il vaut mieux envisager au plus vite un plan. C'est d'ailleurs ce que je suis venu vous proposer, monsieur le Premier ministre. Je vous écoute. Prêt d'avance à le ratifier tant j'apprécie vos idées, monsieur Stibert. Je veux installer en France un service d'espionnage, sur les bases de celui de Bohême, mais avec beaucoup plus de méthode, de prudence et d'envergure. Mais, pour vous adresser chaque semaine, avant 18 mois, un rapport détaillé sur l'état d'esprit des villes où j'installerai des espions, et sur celles où devront passer nos armées, qui se dirigeront sur Paris par la trouée des Vosges et de la Belgique, par les départements du nord de la France, j'ai besoin de 2 choses. Quelle est la première? Que le budget de mon service passe de 610 000 francs à 1 300 000 francs. Accordé. Et votre deuxième exigence? Une carte blanche. Je veux agir en dehors de tout service d'ambassade et ne référer de mes actes qu'à vous et à Sa Majesté. Accordé également. Dans son bureau de Berlin, Stieber donne des instructions à ses 2 adjoints, Zernicki, un Polonais, et Kaltenbach, un Badois. Messieurs, nous allons voyager en France dans les mois à venir le plus qu'il sera possible, spécialement dans les 14 départements du Nord et de l'Est. J'y installerai moi-même des espions fixes. Dans chaque ville, je les contacterai sous un déguisement. Pour ce faire, ma valise avec sa collection de perruques et de barbes postiches ne me quittera pas. Je donnerai des ordres à nos hommes et je les laisserai avec vous, Zernicki, pour que vous acheviez de leur donner des consignes. Je passerai à la ville suivante où j'agirai de même, mais c'est vous, Kaltenbach, à qui je remettrai les espions à styler. À la 3e ville, je vous retrouverai Zernicki. À la 4e, Kaltenbach, vous me rejoindrez, et ainsi de suite. Nous gagnerons donc beaucoup de temps. Et qui sont ces espions? Des Allemands, bien entendu. Mais ils seront immédiatement démasqués. Pas du tout. Les Français, bien que les sachant allemands, ne les soupçonneront pas. Je ne comprends pas. Ils ne seront pas soupçonnés puisqu'ils travailleront très officiellement en France. Comme espions. Allez-vous me faire douter de votre intelligence, Kaltenbach? Ils travailleront en tant qu'ouvriers agricoles, horticulteurs, garçons de café, voyageurs de commerce. Je comprends. C'est une idée géniale, monsieur le Geheimrat. Il faudra employer des femmes. Les bonnes d'enfants allemandes sont très appréciées des Français. Nous pourrons aussi en placer dans les cantines militaires de l'Est. Excellente idée, Zernicki. Il faudra bien les choisir, c'est-à-dire ni trop jolies, ni trop laides. Mais gaies, très gaies. Et combien pensez-vous que nous puissions introduire ainsi d'indicateurs en France? En 2 ou 3 ans, nous devrions arriver à placer 30 à 40 000 de ces jalons. En juin 1867, Stieber accompagna le roi Guillaume Ier à Paris,
où le souverain était l'invité, ainsi que le tsar Alexandre II, de l'empereur Napoléon III à l'occasion de l'exposition du Champ de Mars. Le soir de son arrivée, Stieber quittait l'ambassade d'Allemagne rue de Lille, portant une perruque, une barbe postiche et une blouse qui le faisait ressembler à un maquignon. Il se dirigea vers un petit cabaret louche des Halles. Eh bien, qu'avez-vous donc aussi pressé à me dire? Je vous avais signalé que les émigrés polonais fanatiques se réunissent dans une petite villa de l'avenue de Clichy. J'ai pu m'introduire parmi eux et, ainsi que vous me l'avez recommandé, j'excite leur rancœur contre le tsar. Le résultat est que les plus exaltés ont décidé de l'assassiner. Ah. Et quand? Demain, au retour de la revue donnée à Longchamp. En êtes sûr? Si sûr que l'on a tiré au sort le nom de celui qui serait chargé de tuer le tsar. Le voici. Boleslas Berezovski. Vous le connaissez? Très bien. C'est un jeune homme d'une vingtaine d'années, résolu et courageux. Il ne faillira pas à sa mission. Faites-le suivre. Mais vous revenez ici à minuit. Je vous donnerai des instructions. Stieber se rendit immédiatement à l'ambassade d'Allemagne. Monsieur de Bismarck, qui venait de dîner, en sortait. Excellence! Excellence! Vous voulez me parler, Stieber? Oui, votre Excellence. J'ai une communication de la plus haute importance à vous faire. Eh bien, montez. Vous profiterez de ma promenade aux Champs-Élysées et au Bois de Boulogne. Le temps est exquis. Hélas. Le tsar ne pourra peut-être plus jouir longtemps de ce beau mois de juin. Que voulez-vous dire? Il doit être assassiné demain par un Polonais. Oh, sottise! Non. Je connais le nom de l'assassin. C'est un grand malheur qu'un prince aussi noble, aussi bon, tombe sous les coups d'un assassin. Et j'espère que vous allez empêcher cela, Stieber. J'ai donné l'ordre à mes hommes de suivre l'assassin, mais je n'ai pas encore prévenu le préfet de police. Si la police française ne l'arrêtait pas, se trouverait-il un de vos gens pour lui tourner le cou? Bien certainement. Ainsi, le crime serait évité, mais la tentative subsisterait. Et avez-vous réfléchi aux conséquences politiques d'un pareil événement, monsieur Stieber? Le tsar Alexandre, furieux que la police française n'ait pas su le protéger, quitterait la France immédiatement. Et les projets d'alliance entre la Russie et la France, qui nous contrarient si fort, seraient bien évidemment abandonnés. Le charmeur, ainsi que je surnomme Napoléon III, en serait pour ses frais. Et surtout s'il est juré Graciel régicide. Et qui est cet assassin? Un très jeune homme de 20 ou 22 ans. Un enfant. Et un Polonais. Oui, jamais un jury français ne le condamnera à mort. Il est vraiment dommage que ce garçon ne puisse pas essayer de tuer l'empereur. N'est-il pas vrai, monsieur Stieber? Très regrettable, en effet, mais pas impossible. Pas impossible du tout, Excellence. Berezovski, le lendemain, dans une contre-allée du bois, tira sur le tsar qui passait dans sa calèche. Aucun policier français ne l'en empêcha, car Stieber avait omis de les prévenir du complot. Mais un agent allemand détourna d'un coup de poing donné au bras du meurtrier la trajectoire de la balle. Ainsi que l'avait prévu Bismarck, Berezovski fut puni peu sévèrement et Alexandre II fut très froissé de cette indulgence. L'attitude du tsar lors du conflit franco-allemand de 1870 prouva que Bismarck et Stieber avaient su admirablement jouer le grand jeu de l'espionnage politique en faveur de la Prusse. Quant aux espions, installés en France avant ce conflit par milliers, s'ils ne furent pas 40 000, ainsi que le prétendit Stieber dans ses mémoires, ils formèrent pourtant ce que l'on appela en 1939-1940 une 5e colonne. Et cette 5e colonne
contribua sans aucun doute à la défaite rapide des armées françaises. Et cela d'autant plus que le gouvernement français n'avait à leur opposer que l'incapacité totale de ses services de renseignement, aussi bien sous l'Empire que sous la République qui lui succéda. Un jour de la fin de l'hiver 1870, Stieber se trouvait dans le cabinet de travail du chancelier d'Allemagne, au 12 rue de Provence, à Versailles. Mon cher Stieber, j'ai besoin une nouvelle fois de vos services. Des services très particuliers. Je suis à vos ordres, Excellence. Voici, nous attendons Monsieur Jules Favre, le ministre de la Défense nationale. Il vient négocier la reddition de Paris. Où me conseillez-vous de le loger afin que nous puissions surveiller ses faits et gestes. Et ses papiers. Bien entendu. Je vous propose, Excellence, de le faire prendre au pont de Sèvres par une voiture dont le cocher sera un de mes hommes. Cette voiture le conduira directement au numéro 3 du boulevard du Roi. Ah non, mais c'est le siège de vos services. Cette maison est emplie de vos agents qui vont et viennent sans cesse. Nous les éloignerons. Il ne restera que Kaltenbach qui, parlant admirablement le français, assurera M. Favre qu'il ne peut y avoir de plus grand honneur pour un enfant de Versailles que celui d'accueillir un homme aussi illustre. Je donnerai à cet homme illustre la propre chambre et le propre lit de Zerniki. Et il n'aura pas d'autre valet de chambre que votre serviteur, Excellence. Oh, quel bon tour. Vous préparez là, mon ami, quel bon tour. Vraiment. Je voulais vous dire aussi que Jules Favre viendra sans doute avec les journaux imprimés à Paris. Je veux les lire avant nos discussions. Pourrez-vous me les procurer, sans qu'ils s'en aperçoivent? Vous les aurez, Excellence. Mais comment aurez-vous? Oh, je laisserai simplement les waterclosés sans papier. Oh. Mais les journaux sont déchirés, illisibles. Nous les reconstituerons. Et nous les laverons, bien entendu, avant de vous les remettre, Excellence. Quel diable d'homme vous êtes, mon roi des limiers. Dans les années 1880 à 1890, le roi des limiers s'efforçait de placer ses agents, surtout suisses et alsaciens, dans les compagnies de chemin de fer, un train si facile à faire dérailler, ainsi que dans l'hôtellerie, le commerce et les industries nationales françaises. Le cher conseiller du chancelier Bismarck passa les dernières années de sa vie en s'amusant à compromettre les grands personnages de l'État allemand qui fréquentaient la Maison Verte, une maison très spéciale dont la police était propriétaire. Stieber était si haï, si redouté, que l'on prétend que lorsqu'il mourut en 1892, à l'âge de 74 ans, fort riche et ayant reçu 24 décorations, les nombreuses personnes qui étaient venues assister à ses funérailles voulaient simplement s'assurer que le roi des limiers était réellement mort et qu'il pouvait enfin vivre sans être surveillé.